n'y avait pas une question qui devait venir? Oui, oui, allez-y. Je ne sais pas si c'est à moi, j'étais pas sûr. Pardon. Oui, moi j'aurais voulu vous poser une question concernant le modèle World 3 qui vient des limites de la croissance et dont les prédictions sont quand même apocalyptiques, je pense qu'on peut le dire. Donc eux, ils voyaient, enfin en tout cas le modèle business as usual, celui qu'on a l'air de suivre, le scénario qu'on a l'air de suivre, a l'air de prédire un effondrement de civilisation dans les années 2030, entre 2030 et 2040. Je voulais savoir ce que vous pensez de ça, parce qu'il y a eu quand même quelques études qui ont l'air de montrer que l'effet colle assez bien au modèle, notamment celle de Turner. Donc je serais curieux de connaître votre opinion là-dessus. Ben, j'ai le même avis que vous. C'est que la ligne de pente ne nous emmène pas nécessairement vers un long fleuve tranquille. Donc World 3, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers, et Meadows, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers non plus. Meadows était un scientifique du MIT qui a travaillé dans une équipe qui n'avait pas fondé, du reste c'est Forrester qui avait fondé l'équipe, et qui faisait de la dynamique des systèmes. Et à un moment, cet homme, qui devait avoir des nuits un peu trop longues, s'est demandé comment les raccourcir, et donc il s'est dit, je vais essayer de faire un modèle qui représente la dynamique du système population humaine dans son environnement. Donc il a fait un modèle dans lequel il a une population qui est, qui a ses propres déterminants, elle cherche à s'alimenter, elle cherche à profiter de services industriels, etc. Et puis elle est limitée par ce que l'environnement peut lui offrir, c'est-à-dire il y a une limite de surface cultivable, de ressources extractibles, etc. Et puis Meadows, il regarde comment est-ce que le système peut évoluer, compte tenu de la manière dont il a déjà évolué jusqu'à maintenant. Et il en tire une conclusion cardinale, une seule. Il dit, tant que l'humanité a pour objectif de croître en volume, donc plus de monde consommant plus, la seule chose qui est absolument certaine, c'est qu'à un moment ou à un autre, le système s'effondre sur lui-même après avoir bouffé tout le capital qui l'entoure. Alors, il y a deux manières de bouffer le capital. Vous pouvez le bouffer par l'extraction ou vous pouvez le bouffer par la pollution. La pollution perturbant, enfin dégradant la qualité des actifs restants. Voilà. C'est ce qu'a dit Meadows. Et donc Meadows dit, quel que soit l'optimisme que je puisse prendre sur les conditions initiales, la quantité de ressources extractibles, etc., si les hommes cherchent la croissance, ou même la cherchent trop longtemps, ils la cherchent jusqu'en 1980, après ils disent non, je m'arrête, eh bien à ce moment, le système finit par s'effondrer sur lui-même. C'est ce qu'avait dit Meadows. Alors la façon dont le système s'effondre, c'est qu'à un moment, l'alimentation disponible par personne se met à baisser, les services industriels disponibles par personne se mettent à baisser, et puis la population se met à baisser. Et tout ça de manière subie. Alors évidemment, Meadows, il n'a pas dit à quel moment tel pays fera la guerre à tel autre pays, etc. Vous savez que vous n'avez que trois manières de faire mourir les gens, c'est la famine, la maladie et la guerre. Il n'y en a pas d'autres. Donc une contraction rapide de la population, c'est un monde dans lequel se généralisent les famines, les maladies et les guerres. Malheureusement assez arithmétique. Donc ce qu'on est en train de jouer avec la prévention des grands problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est ça, c'est de ça dont on parle. On est en train de jouer la prévention de la famine, de la maladie et de la guerre. Voilà. Je ne sais pas si ce n'est pas des problèmes un peu plus importants que l'intelligence artificielle, d'un côté, et si par ailleurs ça ne justifierait pas qu'on augmente un peu le prix de l'essence et d'un certain nombre d'autres denrées que nous trouvons aujourd'hui à gogo. Voilà, mais mon arbitrage personnel. En tout cas, je pense que de poser le problème comme ça fait un peu réfléchir. Question par ici. Dans une conférence intitulée Énergie et climat, qu'est-ce qu'on fait, Président? Vous disiez la quantité de gens qui travaillent dans l'agriculture dans un pays donné est une fonction inverse de l'approvisionnement énergétique par personne. Est-ce que c'était une image à des fins pédagogiques ou une relation mathématique confirmée par l'histoire des faits? En ce sens, est-ce que vous pensez, comme l'écrivait Philippe Desbrosses à la fin des années 80, que nous redeviendrons paysans pour l'avenir de nos enfants? Alors, je pense que si vous attendez suffisamment longtemps, un jour, effectivement, ce qu'il restera de l'espèce humaine redeviendra paysanne, oui. Je ne sais pas vous dire quand, et je ne sais pas vous dire par quel processus. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la productivité agricole du début du 19e siècle ne permet pas d'installer sur la Terre 7 milliards d'individus. Donc on en revient exactement au propos précédent. Il faut bien voir que les combustibles fossiles nous ont permis, là où ça a fait, entre guillemets, mentir Malthus, parce que moi, je me suis arrêté à essai sur le principe de population avant d'avoir vu ces calculs savants sur à quel moment le système s'arrête. Donc j'ai lu toute la partie avant, très intéressante, notamment toutes ces tables de mortalité dans lesquelles il explique à quel âge les gens meurent dans les diverses régions du monde en 1800. Et de quoi. Mais c'est passionnant. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qui a fait mentir Malthus, c'est qu'on ait découvert les combustibles fossiles. Donc on a remplacé les animaux de trait qui mangent du sol par des esclaves qui mangent du sous-sol. Donc on a libéré tout l'espace pour nous. Et par ailleurs, on a augmenté la productivité du sol, ce que Malthus n'avait pas vu venir grâce aux combustibles fossiles.
Voilà, mais ça a déplacé l'échéance. Oui, j'ai une question. Vous dites, alors une première étape pour que les choses évoluent, c'est d'informer, et donc ce que vous faites notamment. Mais on voit bien, par exemple, avec le rapport Meadows, qu'en fait, il y a des personnes qui ont été informées à un moment donné et qui ont fait en sorte d'enterrer ces informations, puisqu'il n'a pas été diffusé. Donc en fait, une fois qu'on a informé, il peut y avoir un autre blocage. Et comment on peut agir sur le blocage qui est des personnes qui sont en mesure de diffuser largement des informations et qui ne les diffusent pas? Alors, je pense que la raison... Je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi est-ce que Meadows n'avait pas engendré une école académique. Parce que pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, et il faut lire l'édition originale dans son jus, The Limits to Growth, en 72, c'est un bouquin, il n'y a pas une virgule à changer. Enfin, c'est lumineux. C'est un des bouquins les plus magistraux que j'ai lus. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que ce type qui avait contribué à un travail brillantissime, ou à mon avis, du reste, pour établir plus que l'égalité des sexes, je crois que ce n'est pas un hasard qu'il ait mis sa femme en premier, je crois que c'était aussi quelqu'un d'extrêmement brillant, mais elle est morte. Eh bien, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas engendré une école de pensée? Parce qu'en fait, la seule manière de faire durer quelque chose de cette nature, c'est d'installer cette pensée dans un corps constitué qui résiste au temps, qui est toujours là pour dire des choses et pour évoluer. Et en fait, j'ai fini par arriver à une conclusion personnelle que je vous propose. Je ne suis pas complètement sûr de mon coup, mais c'est ce que je crois. Je crois que l'affaire s'est perdue dans les sables. Alors, il a été extrêmement lu. Le rapport du Club de Rome, ça a été, je ne sais pas quoi, 10 ou 20 millions d'exemplaires. Enfin, je veux dire, ça a été un truc extrêmement lu. Mais la raison pour laquelle ça n'a rien engendré d'autre, c'est que Meadows n'avait pas de clients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maître du monde. Et donc, quand vous vous intéressez au sort du monde dans son ensemble, vous n'avez personne en face qui vous dit « Ah, c'est intéressant, creuse donc, je vais voir ce que je peux en faire ». Il n'y a pas de maître du monde. Et la raison pour laquelle les économistes classiques, qui pourtant, vous l'avez compris tout à l'heure en filigrane, quand ils utilisent des modèles macroéconomiques, racontent juste du grand n'importe quoi, je vous invite par exemple à aller regarder les projections macroéconomiques de tous les organismes de place et de confronter ça à ce qui s'est vraiment passé. Donc vous prenez les projections d'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, puis vous regardez ce qui s'est vraiment passé, c'est à pisser de rire. Normalement, si vous voulez faire des économies budgétaires, tous ces gens-là, vous les foutez à la porte. Ça ne sert juste à rien. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Bon. Et ils utilisent un modèle faux à cause de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Sauf qu'eux, ils ont des clients. Parce que comme ils prétendent raconter des choses justes à l'échelle d'une maille où il y a des gens pour agir, c'est-à-dire des pays, eux, ils ont des clients. Donc eux, ils ont un business. Donc Meadows, ce qui lui a manqué à l'époque, c'est d'être capable de désagréger son mode de pensée à l'échelle d'un pays. Et alors évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que les ressources sur la Terre, vous ne pouvez pas les faire venir de Mars, enfin pas beaucoup, alors que les ressources dans un pays, vous pouvez les faire venir du pays d'à côté. Donc rendre le modèle de Meadows pertinent à la maille d'un pays, c'était prendre en compte les flux d'import-export, etc. Enfin tout un tas de trucs que Meadows ne savait pas prendre en compte. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il a été bloqué dans sa ligne de pensée. Aujourd'hui, il a un disciple lointain, qui est un ami qui s'appelle Gaël Giraud, qui est en train d'essayer de refaire Meadows, mais à lui avec un modèle macroéconomique qui s'applique à la maille d'un pays. Donc s'il y arrive, il méritera peut-être le prix Nobel, enfin qui n'est pas le prix Nobel, je vous rappelle, qui est le prix de la Banque de Suède en la mémoire d'Alfred Nobel. Ce n'est pas un prix Nobel, comme les autres. C'est vraiment des coquins, ces économistes. Indépendamment de ça, il aura recréé du Meadows, mais à l'échelle d'un pays. Alors évidemment, il aura recréé du Meadows avec les mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'à un moment, la fête s'arrête. Donc là, il faudra voir s'il a des clients. J'avais une question. Ouais. C'est ici. Je suis là. Ah, pardon. Pardon.